Une visite et des annonces depuis ce matin. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est à Paris, reçu par Emmanuel Macron. Ce matin, les deux hommes ont annoncé l'achat par l'Ukraine de 100 chasseurs Rafale. Alors, qu'est-ce que cela pourrait changer? Les Européens en font-ils assez pour aider l'Ukraine à résister face à la Russie? Eh bien, c'est notre question du jour aujourd'hui sur le site du Figaro. Et pour y répondre, je suis avec Nicolas Barotte. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci d'être avec nous, journaliste au service international du Figaro, spécialiste des questions de défense. Déjà, on peut revenir sur les annonces un peu. Qu'est-ce qui a été annoncé par Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky? Alors, il y a plusieurs éléments quand on a annoncé aujourd'hui. Il y a un volet déjà armement, vous l'avez mentionné, avec cette lettre d'intention pour acquérir une centaine de Rafales par l'Ukraine. À cela s'ajoute de l'armement, des capacités anti-aériennes avec des systèmes Mamba qui permettent d'intercepter les missiles russes qui tombent sur le pays. Aussi des bombes A2SM qui sont très utiles sur le front. Premier volet, donc armement. Un autre volet plus dans la reconstruction ou même civile, avec des accords pour des locomotives, par exemple, pour de l'aide pour tout ce qui est infrastructure, parce que le pays doit être reconstruit et la France va aussi contribuer à cet effort-là. Alors quoi, ces armements seraient utiles dans ce conflit? Alors, ils seront utiles, mais plus tard, en fait, parce que c'est Oui. bien beau de parler d'avions de chasse, mais encore faut-il former les pilotes, les livrer. Bref, ce sera utile une fois que le conflit sera arrêté, après un cessez-le-feu ou un accord, pour protéger le ciel ukrainien. Alors, tout ce qui est armement, les bombes A2SM, ça peut être livré plus rapidement, il y en a en stock. Quantité, on n'en sait pas quelle quantité, mais en tout cas, ça peut être livré plus rapidement. Et les systèmes de défense anti-aériens, c'est la même chose. Il faut le temps de les acheminer, c'est très utile, mais ces systèmes de nouvelle génération ne seront pas livrés avant quelques années quand même. Quelques années. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'a dit, ça pourrait prendre 10 ans pour les Rafales. On est sur un contrat autant long. D'ailleurs, c'est pas vraiment un contrat, ce qui a été signé. Non, C'est pour expliquer à nos internautes un peu quelle est la différence. On est plus sur une déclaration. D'ailleurs, le mot veut tout dire. C'est une lettre d'intention. C'est l'intention qui a été exprimée. Il n'y a aujourd'hui ni des financements, ni rien qui a été décidé. D'ailleurs, durant la conférence de presse, le président est resté très évasif. Il a dit les financements arriveront au moment où les contrats sont signés. Donc on est dans une période de communication. La France veut montrer un engagement dans la durée. Il faut identifier un besoin qui est très réel de l'Ukraine de défendre son ciel. La Suède avait déjà dit la même chose en promettant des Gripen des avions Gripen pour protéger le ciel ukrainien. On sent qu'aujourd'hui, la guerre est dans une phase très compliquée parce que on sent qu'il y a un épuisement de tous les côtés, mais la paix n'est pas pour tout de suite parce que la Russie continue ses combats. Mais il faut déjà penser à la suite. Donc c'est les garanties de sécurité, mais c'est aussi les armements qui permettront à l'armée ukrainienne de se défendre le moment venu. Et évidemment, protéger son ciel, c'est indispensable et ça se prévoit dans la durée. Parce que pour pouvoir fournir des avions le moment venu, il vaut mieux commencer à y penser dès maintenant. Alors pour que nos internautes comprennent bien, est-ce qu'on peut dire que ce qui s'est joué un peu ce matin, c'est pas du tout pour le court terme, c'est en vue d'un cessez-le-feu et pour pas qu'il y ait des reprises de combat après un éventuel cessez-le-feu? Bien sûr, parce que c'est tout bêtement géographique. Vu la dimension de l'Ukraine, si on veut protéger le ciel ukrainien, il faut plus d'une centaine d'avions, il faut beaucoup de moyens. Et donc ce sera à ce moment-là qu'il faudra reconstituer la flotte de l'aviation ukrainienne qui a été en grande partie décimée au début de la guerre. Ensuite, il y a eu des livraisons d'avions F-16. On a aussi quelques Mirage 2000 qui ont été envoyés sur place. On a eu 3 qui ont été livrés, un qui a été détruit. Donc c'est très peu. C'est à peine suffisant pour intercepter des missiles ou des drones qui sont tirés contre l'Ukraine. Mais si on veut aussi dissuader la reprise d'hostilité après un cessez-le-feu, il faut être capable d'aligner des moyens terrestres mais aussi aériens. Donc on peut pas vraiment dire que ce qui a été annoncé ce matin est un tournant dans cette guerre actuelle. Non, c'est pas du tout un tournant. On tente de raccrocher le soutien dans la durée à l'Ukraine. Parce qu'on sent bien qu'aujourd'hui, c'est un moment qui est difficile, parce que Zelensky est pris dans un scandale de corruption dans son pays, parce qu'il y a un épuisement à la fois sur le front, dans les sociétés, il y a l'incertitude américaine. Mais on comprend aussi que la guerre n'est pas terminée et que Poutine entend bien la poursuivre en espérant que les Européens lâchent prise et abandonnent et forcent l'Ukraine à céder dans des négociations. Donc pour tenter de
de rester dans la confrontation, dans le rapport de force, bah, la France décide de faire un geste, de poser un acte. Alors ce ne sont que des paroles, mais cette volonté, Macron espère sans doute qu'elle va entraîner d'autres capitales à manifester un soutien dans la durée pour ne pas abandonner l'Ukraine. Oui, parce que sans Rafale, on imagine, ça coûte cher. Est-ce qu'on sait qui va payer? Est-ce que c'est l'Ukraine? Est-ce que c'est nous via l'aide à l'Ukraine, mais ça ferait énormément? Comment tout cela va se passer? Il y a encore beaucoup d'incertitudes. Enfin, effectivement, on ne sait pas du tout comment seront conçus ces contrats. Il y a des systèmes de financement au niveau européen qui existent, avec les programmes SAFE, avec d'autres programmes qui mettent des milliards sur la table. Donc on peut imaginer que ces sommes-là permettent d'acquérir des avions, parce qu'il y a une volonté française, effectivement, que cet argent européen serve à acquérir du matériel européen et non pas des matériels américains, pour des logiques de souveraineté, de relance de l'industrie, de construction d'une défense européenne, de capacité d'armement. Et donc, il faut capter ces financements. Mmh. Donc, d'où l'intérêt d'annoncer une intention. Après, sur le mécanisme, on ne sait pas non plus. On ne sait pas non plus si ce seront des avions qui seront livrés directement, qui seraient prélevés éventuellement sur la flotte française, et on remplacerait les avions un point pour un. En fait, tout est à écrire. Là, on est vraiment dans l'annonce, la volonté politique, mais après, la mise en œuvre est encore très éloignée. Alors, vous parliez de matériel américain. On nous en parlait beaucoup à ce début de guerre, qu'on achetait beaucoup chez les Américains et très peu chez les Européens. Est-ce que c'est quelque chose qui change un peu, ou globalement, c'est toujours un peu la même chose? En fait, le gros sujet pour les Ukrainiens aujourd'hui, c'est la défense aérienne, et elle est constituée principalement par les patriotes. Donc il faut acheter américain. Ensuite, les Ukrainiens aujourd'hui produisent beaucoup. C'est qu'ils sont capables de produire beaucoup de drones, et la guerre se fait essentiellement par des drones. Donc ils sont beaucoup moins dépendants de matériel occidental. Par ailleurs, que ce soit les Américains et encore plus les Européens, on a peu de choses à donner. Les Européens, c'est très net. On a beaucoup puisé dans les stocks, on n'a plus grand-chose à fournir. Et les Américains, ils ont aussi puisé. Ils auraient dû leur marge de manœuvre. Et surtout, avec l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, il y a une volonté à la fois de faire une sorte de pivot, de bascule, de préserver les stocks et d'un peu moins donner d'armement aux Ukrainiens. Donc, c'est plus là qu'on pourra attendre des livraisons d'armes essentielles. Effectivement. Alors, on n'a pas parlé de cette aide. La question du jour, je vous la remonte, les Européens font-ils assez pour aider l'Ukraine à résister face à la Russie? Il y a eu des questions, Emmanuel Macron d'ailleurs aujourd'hui lors de la conférence de presse. Est-ce que ces livraisons, est-ce que ces contrats, ils n'arrivent pas un peu tard? Oui, ils arrivent trop tard. C'est sûr que si dès le départ, si dès le début de la guerre en Ukraine, on avait davantage fourni à l'Ukraine, que ce soit des chars, des avions, tout ça, c'est demandé par les Ukrainiens dès les premières semaines du conflit. Si on leur donnait des moyens plus conséquents, bah, peut-être qu'ils auraient réussi leur résistance, leur contre-offensive, et qu'on n'en serait pas là. Après, il ne faut pas non plus réécrire l'histoire. Mais quelque part, on n'était pas forcément prêts, les Européens, à fournir autant. Oui, vous avez parlé des stocks notamment. Il y avait aussi un risque d'escalade, et on ne sait pas si les Ukrainiens auraient quand même réussi. Donc évidemment, c'est trop tard. Évidemment, là, la situation est critique pour l'Ukraine, mais quoi qu'il en soit, il faut aussi préparer l'avenir, et faire le constat d'avoir agi trop tard n'est pas une raison pour abandonner l'effort à mener. Est-ce qu'on s'attend notamment d'ailleurs à une réaction du Kremlin avec... on le sait, hein, c'est quand même le vocabulaire habituel du Kremlin, de Vladimir Poutine, de dire si vous allez trop loin, vous serez considérés comme des co-belligérants. Oui, ça c'est le discours récurrent qui a lieu à toutes les étapes, pour les chars, pour les missiles de longue portée, pour les avions. C'est une menace qui est constante. Et justement, il y a par étapes. Ça a eu beaucoup de défauts, on l'a dit, sur l'aide de l'Ukraine, mais ça a aussi accoutumé quelque part la Russie à avoir une escalade des Européens qui fournissent plus de choses, et donc il n'a pas réussi à escalader et à faire peur. Donc oui, il y aura des menaces. Oui, tout ce qui est opération hybride, que ce soit du cyber, intrusion de drones, ça va continuer parce que c'est aussi une réaction à l'engagement des Européens. Mais la confrontation entre l'Occident
et la Russie, elle est installée. Et donc, il faut être capable de la mener. Et pour la mener, il faut réussir à poser une volonté, poser de la force, faire une démonstration. Tout le problème de Macron aujourd'hui, c'est une fois qu'il a dit ça, il a d'intention, il faut que ce soit suivi des faits. C'est que si, au bout de quelques temps, on se rend compte que ces avions ne seront pas livrés ou livrés dans très très longtemps, Mhm. ou que on n'a pas ça va paraître vraiment ridicule. Et c'est là où on sera faible. Donc c'est là maintenant que Macron a un enjeu pour transformer sa décision en acte. Et ce sera extrêmement difficile. Et il a dit, Emmanuel Macron, tout est prêt pour la paix, la Russie seule s'y refuse. Est-ce que ce cessez-le-feu est de plus en plus improbable actuellement avec ce qui se passe sur le terrain, avec notamment les Russes qui continuent de grignoter du terrain? Bien sûr, tant que la Russie considère qu'elle peut remporter du terrain, même très lentement, elle va continuer. Et malheureusement pour l'Ukraine, on voit bien que la Russie gagne du terrain, des micro-offensives, il gagne quelques kilomètres. Pokrovsk, c'est un enjeu, dans cette ville où se Mhm. concentrent beaucoup de combats, c'est un enjeu qui est politique, symbolique, mais aussi militairement, c'est intéressant parce que c'est une liaison ferroviaire, c'est un hub qui sert de hub logistique pour les Russes s'ils l'ont, c'est une place forte, donc plus simple à défendre. Alors, la question c'est, est-ce que le nombre de morts en vaut la peine? Évidemment que non. La Russie perd des centaines, des milliers d'hommes dans ce combat pour une ville qui est totalement détruite, mais il faut se mettre à la place de Vladimir Poutine, pour qui c'est un enjeu, et il va continuer. Même si, d'un point de vue rationnel, ça nous semble totalement absurde, cette guerre progresse très lentement, avec une possibilité pour la Russie vraiment de percer en Mhm. Ukraine qui est quasi impossible. Ils n'ont pas les ressources pour exploiter une éventuelle dislocation du front ukrainien. Mais malgré tout, la Russie continue, parce que tant qu'elle pense avoir un avantage, elle va continuer à pousser. Oui, pour des futures négociations, on l'imagine, pour pouvoir peser plus lors d'un éventuel cessez-le-feu. Merci beaucoup, Nicolas Barotte, en tout cas d'avoir été avec nous pour décrypter ce sujet. Merci à vous du Figaro d'avoir été nombreux à nous suivre.